Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir la loi numéro 0922 relative à la profession sanitaire. Aussi, on peut dire qu'elle est relative au métier de la santé ou aux garanties essentielles accordées aux ressources humaines des métiers de la santé. Sachant que le secteur de la santé au Maroc est aujourd'hui confronté aux faiblesses qu'il possède en termes de ressources humaines en premier plan, il s'agit d'une difficulté visible depuis un certain temps avec des efforts déployés depuis plus d'une décennie pour le résoudre. Donc c'est la raison pour laquelle la loi 0922 sert de modèle à un grand projet de développement ressources humaines et d'investissement en capital humain. Donc, fait à Tétouan, il sera mis en œuvre et publié au journal officiel ou bulletin officiel à la suite du présent d'Ahir relatif à la fonction sanitaire tel qu'approuvé par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants le 9 Dhul-Hijja 1444, 28 juin 2023. Pour la structure générale de la loi 0922, on a 4 parties ou 4 chapitres. Premièrement, dispositions générales. Deuxièmement, droits et devoirs. Troisièmement, principes et règles d'accès à la profession sanitaire et au processus professionnel. Quatrièmement, dispositions diverses et finales. Donc, première partie, dispositions générales. Donc, pour les dispositions générales, on va voir l'article 23 de la loi cadre 06-22 relative au système national de santé. Donc, la présente loi fixe les garanties fondamentales accordées aux professionnels de santé exerçant dans les groupements sanitaires territoriaux GST qui sont érigés en institutions publiques chargés d'appliquer la politique de l'État en matière de santé au niveau régional. C'est-à-dire qu'ils sont installés dans toutes les régions du royaume, sous la tutelle du ministère de la Santé, bien sûr, mais ils ont une certaine autonomie tout en prenant en considération les prérogatives du département des finances du ministère de la Santé, mais un nouveau mode de gouvernance du système de santé a été adopté ou sera adopté, basé sur la dimension régionale bien sûr et sur la proximité vis-à-vis des citoyennes et citoyennes, selon des objectifs précis et une vision stratégique à long terme. Mais ce qui est important ici, c'est que les professionnels de la santé suite à la loi 0922, ils ont bénéficié des garanties fondamentales lorsqu'ils exercent leur profession dans les groupements sanitaires territoriaux GST. Sous réserve des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, les dispositions des statuts particuliers applicables aux professionnels de la santé adoptés conformément à la législation en vigueur s'appliquent aux professionnels de la santé. Et on va bien expliquer ça après. Deuxième partie, droits et devoirs. Donc, les professionnels de santé exercent tous les droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Donc, quels sont les droits et libertés garantis par la Constitution? Donc, d'une part, le préambule reconnu des principes politiques, économiques et sociaux, particulièrement nécessaires à notre temps. Par exemple, le droit d'obtenir un emploi, liberté syndicale, droit de grève, droit de mener une famille normale, droit à la protection de la santé, etc. Mais ce qui est intéressant pour les professionnels de la santé, c'est qu'ils jouissent de la liberté d'opinion, d'expression et de pensée dans les limites et les domaines garantis par la Constitution, dans le respect du devoir de confidentialité bien sûr, c'est-à-dire le respect de secrets professionnels, de l'éthique professionnelle et de déontologie, c'est-à-dire le respect
du document ou ensemble de documents qui régit une profession dans son intégralité sur les attitudes de comportement adéquats. Aussi, il vise à déterminer les agissements qui sont inacceptables, bien sûr, dans l'exercice de la profession sanitaire. Donc, les professionnels de la santé bénéficient de la protection de l'administration contre toute menace ou attaque. C'est très important d'avoir ça dans la loi 09-22 parce que les agents de santé, ils sont agressés, enlevés, les établissements de santé, ils sont aussi détruits, endommagés ou détournés à des fins non médicales. Donc, c'est très important d'activer des poursuites judiciaires pour dénoncer les agressions dont sont victimes les membres du personnel de la santé. Quelle qu'en soit la forme dont ils pourraient être l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs emplois. Aussi, toute menace ou agression à leur encontre à cet égard est considérée comme une menace, une agression et un préjudice direct à l'établissement de santé. Donc cet article est basé sur les textes de loi en vigueur, par exemple l'article 19 du statut de base de la fonction publique et qui stipule que l'administration se doit se protéger ses fonctionnaires de toute menace, attaque et humiliation qu'ils subissent dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Il devient ainsi nécessaire de ne plus tolérer ces pratiques et ces comportements préjudiciables et inacceptables et de ne plus laisser le fonctionnaire seul face à son agresseur. Et aussi, il faut dire que c'est très important de s'engager à déposer plainte directement et à n'abandonner en aucun cas la poursuite judiciaire, pour éviter le récidive, bien sûr. Donc, deuxièmement, les professionnels de la santé bénéficient également, conformément à la législation en vigueur, d'une protection contre les maladies professionnelles. C'est-à-dire que ces maladies qui sont une atteinte à la santé dont l'expression est souvent différée par rapport à l'exposition à une source toxique, aussi une infection nosocomiale, c'est-à-dire un contexte pathogène, subi au cours de l'activité professionnelle sanitaire, bien sûr. Cette exposition est parfois répétée avant que n'apparaissent les premiers symptômes. Aussi, les professionnels de santé bénéficient également contre les dangers auxquels ils peuvent être exposés à l'occasion ou dans l'exercice de leurs fonctions. Troisièmement, prévenir toute discrimination entre les professionnels de santé en raison de leur opinion et affiliation politique et syndicale ou sur la base du sexe, de la couleur, de la race, de l'état de santé ou de tout statut personnel. Donc, cette discrimination qui est le fait de traiter une personne ou un groupe moins favorablement que d'autres en raison de sa situation ou de caractéristiques personnelles qu'on a déjà citées ici. Aussi, l'élimination de la discrimination et la promotion de la diversité, de l'équité et de l'inclusion en milieu de travail sanitaire devraient être des objectifs primordiaux de cette loi 09-22, comme valorisation des ressources humaines, bien sûr, élaborée et adoptée suite au règlement intérieur, les lois qui organisent le travail de JST, Groupement Sanitaire Territorial, au respect des politiques sanitaires du ministère de la Santé et de la Protection sociale, bien sûr. Quatrièmement, l'appartenance ou la non-affiliation à un parti politique, à une organisation syndicale ou à une association ne peut avoir aucune incidence sur le déroulement de la carrière. C'est la même chose que la troisième,
Mais la différence, c'est la relation qui existe, soit de coopération ou de conflit entre l'administration et les professionnels de santé qui ont une appartenance ou non, ou la non-affiliation à un parti politique, parce que les relations politiques et les structures qu'ils forment sont faites de rapports de pouvoir, bien sûr, et de rapports d'appartenance entre des acteurs qui sont en état de coopération ou de conflit. Donc ces rapports, ils sont soumis à des lois structurales en vertu desquelles les acteurs politiques cherchent à occuper les positions les plus avantageuses possibles. Donc l'approche structurale du politique définie dans les premières parties de l'ouvrage est ensuite appliquée à la décentralisation qui peut donner parfois des activités négatives telles que clientélisme. Maintenant, on va passer au bénéfice salarial des professionnels de la santé. Donc, les professionnels de la santé bénéficient de, premièrement, une partie fixe. Donc, un salaire composé d'une partie fixe comprenant le traitement et l'indemnité auxquels ils ont droit en vertu des statuts particuliers qui leur sont applicables. Deuxièmement, une partie variable, autorisée conformément au montant, conditions et modalités précisées dans un contexte réglementaire sur la base du travail professionnel effectué. Donc c'est ça la nouveauté de la loi 09-22 avec les indemnités bien sûr. Mais la partie fixe est déjà existée suite au DAHER de la fonction publique bien sûr. Donc, troisièmement, les professionnels de santé peuvent bénéficier d'une indemnité pour le travail dans les zones difficiles selon les modalités précisées par un texte réglementaire. Donc, le professionnel de la santé peut bénéficier d'une partie fixe plus une partie variable plus une indemnité. Maintenant, on va passer au GST qui assure tout au long de leur carrière aux professionnels de la santé une formation continue adaptée à leurs besoins et à la nature de leurs tâches. La formation continue, qui est la petite sœur de la formation initiale, c'est-à-dire qu'elle n'a pas le même format, pas le même durée, pas le même contenu et ne cible pas les mêmes personnes, mais son objectif reste le même, se former. Se former en continu, c'est-à-dire la formation professionnelle qui va assurer ou qui va être assurée par le GST, groupement sanitaire territorial. Il a pour objectif d'évoluer professionnellement, de devenir à son propre leader et aussi d'acquérir des nouvelles compétences tout au long de sa vie professionnelle. Donc, contrairement aux formations initiales, les formations continues s'adressent aux personnes qui sont déjà sur le marché de travail sanitaire, c'est-à-dire les fonctionnaires sanitaires ou professionnels sanitaires. Donc, cette formation, il vise à développer les attitudes des professionnels de santé dans leur domaine d'activité, à développer leurs compétences et leurs qualifications pour suivre les évolutions dans le domaine de la santé, bien sûr, à accroître leur performance et leur productivité, à les qualifier, à développer et à améliorer en permanence la qualité de ces activités ou des services de santé. Dans le cadre du partenariat public-privé prévu à l'article 21 de la loi numéro 06-22 relative au système national de santé, donc c'est une loi cadre, donc toujours on se base sur cette loi parce que c'est une loi cadre dans laquelle en se basant sur l'article 21, certains professionnels de santé peuvent exercer certaines fonctions dans des établissements de santé de secteur privé. C'est-à-dire que, suite au partenariat public-privé, permettant aux autorités publiques sanitaires de lancer de grands projets d'intérêt général des ressources humaines en échelonnant l'exercice
de certaines fonctions par certains professionnels dans des établissements de secteur privé, bien sûr, et les catégories des professionnels de santé soumises aux dispositions du présent article ainsi que les conditions et modalités de leur application sont définies par un texte réglementaire. Et conformément aux dispositions des articles 154 et 155 de la Constitution, les professionnels de la santé exercent leurs fonctions conformément aux principes du respect de la loi, de l'impartialité, de la neutralité, de l'efficacité, de la transparence, de l'intégrité et de l'intérêt public, ainsi que dans le respect des normes de qualité et la reddition des comptes. C'est-à-dire que les principaux problèmes de gouvernance sanitaire viennent d'un manque d'inclusion ou d'impartialité, c'est-à-dire la gouvernance équitable, de responsabilité publique, c'est-à-dire la gouvernance de transparence ou transparente. Donc, une bonne gouvernance sanitaire, la transparence et l'obligation de rendre des comptes sont aujourd'hui considérés comme des facteurs importants pour atteindre les buts de l'amélioration ou la réforme sanitaire suite à la loi 09-22. Aussi, tout en reconnaissant l'importance d'une plus grande responsabilisation professionnelle de la santé, donc il faut rechercher un juste équilibre entre responsabilité et respect de l'autonomie professionnelle pour laisser la créativité aux professionnels de la santé qualifiés, bien sûr, pour être efficaces. Et aussi, les réformes de la gouvernance sanitaire doivent remédier au manque de formation professionnelle et de reconnaissance sociale, et aussi des textes de loi qui vont organiser les tâches de professionnels de santé. Tout manquement au respect des droits et obligations professionnelles et de la déontologie peut exposer les professionnels de santé à un suivi disciplinaire, bien sûr. Pour les devoirs des professionnels de la santé, ils sont tenus de respecter premièrement le devoir de réservation et de préservation du secret professionnel. Donc, c'est très important de respecter le secret professionnel et la confidentialité à l'égard de tout acte, de tout renseignement ou de tout document dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Deuxièmement, des horaires de travail. Donc, assurer la continuité du fonctionnement des établissements de santé et la mise en œuvre du programme médical régional. Troisièmement, mettre à jour leurs connaissances. Pour cela, ils doivent participer à la formation continue organisée à leur profit par les GST, groupements sanitaires ou groupements territoriaux de santé, ou en partenariat avec des organismes professionnels ou le secteur privé. Quatrièmement, préserver les biens des GST, notamment les équipements et les moyens de travail, et de les utiliser de manière rationnelle. Il leur est interdit de l'exploiter à des fins professionnelles ou en dehors des besoins de l'établissement, c'est-à-dire identifier, cartographier et hiérarchiser les zones de travail en fonction des risques et de vulnérabilités qu'ils peuvent représenter, de les utiliser rationnellement et recourir à des dispositifs techniques de surveillance et de détection d'intrusion pour éviter toute exploitation à des fins personnelles ou en dehors des besoins de l'établissement. Cinquièmement, respect de code de déontologie, élaboré conformément à la législation en vigueur relative à la démocratisation de la vie publique, notamment la loi numéro 54/19 portant charte des services publics.
Il est très important de savoir que le terme déontologie désigne le respect des bonnes pratiques propres à chaque métier. Ici, on parle de profession sanitaire, bien sûr. Donc, il signifie ce qu'il convient de faire dans chaque profession. Se sont dotés des chartes de déontologie, comme ici par la loi 54-19, notamment charte de service public. Sixièmement, éviter de se trouver dans une situation de conflit d'intérêts. Donc, dans le cas où l'un d'entre eux se rend compte qu'il se trouve ou se trouvera dans une telle situation, il doit en informer immédiatement par tout moyen établi son supérieur hiérarchique direct ou le cas échéant un supérieur hiérarchique plus élevé afin de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser ou éviter une telle situation. Donc, concrètement, lors d'un conflit d'intérêts, l'individu doit prendre une décision. Durant cette décision ou durant cette prise de décision, il possède des intérêts privés, mais également des pouvoirs de décision. Donc, le conflit d'intérêts représente donc la confrontation ou bien la collision d'intérêts privés avec ses pouvoirs de décision. Donc, c'est une situation qui nécessite pour la prise des mesures nécessaires pour la cesser. Troisième partie, principes et règles d'accès à la profession sanitaire et au processus professionnel. Donc, les professionnels de la santé sont recrutés en fonction des besoins en ressources humaines des GST. Premièrement, selon les procédures qui garantissent l'égalité et l'égalité des chances entre tous les candidats et conformément aux principes de mérite et de transparence, notamment selon la procédure de concours. Les besoins susmentionnés sont déterminés sur la base de plans de recrutement annuels ou pluriannuels, élaborés sur la base de méthodes et d'outils modernes de gestion des ressources humaines, basés notamment sur des référentiels d'emploi et de compétences, des cartographies de postes, des profils de compétences, des tableaux de projection des effectifs, des postes et de compétences. Donc, suite à la loi 09-22, le mode de recrutement n'est pas changé. Donc, avec l'adoption du mode de concours qui est la porte d'entrée dans la fonction publique et aussi qui sera la porte d'entrée dans le GST, le groupement sanitaire territorial. Donc, c'est le mode de recrutement principal pour accéder à des postes permanents. Bien sûr, le principe est de garantir l'accès à tout et à tous en respectant l'égalité de traitement pour chaque candidat et chaque candidate. Deuxièmement, chaque fois que l'intérêt l'exige, il peut être reconnu ou recouru à un emploi contractuel pour une durée déterminée ou renouvelable, c'est-à-dire l'élaboration d'un contrat à durée déterminée ou un contrat de travail par lequel un employeur, comme le GST par exemple, recrute un salarié pour une durée limitée. Donc, un tel contrat n'est possible que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés par la loi, bien sûr, et ils peuvent être renouvelables. Ce recrutement s'effectue par voie d'appel à candidature et peut conduire à la régularisation du contractuel, c'est-à-dire la titularisation. Les conditions d'emploi contractuel et de régularisation ou titularisation sont déterminées par un texte réglementaire qui définit également les catégories de professionnels de santé concernés. La période de passé en temps que contractuel est pris en compte pour l'avancement et la retraite en cas de titularisation. Maintenant, on va passer au mécanisme de notation et d'évaluation des performances
des professionnels de la santé qui font l'objet d'une évaluation périodique de leur performance conformément aux principes de transparence, d'objectivité, d'impartialité et de non-discrimination. Donc, premièrement, les critères et les modalités de réalisation de l'évaluation sont déterminés par un texte réglementaire. Deuxièmement, les professionnels de santé ont le droit d'accéder aux résultats de l'évaluation. Et aussi, cette évaluation est sur la base des résultats de l'évaluation. Le professionnel de santé se voit attribuer à une note chiffrée annuelle par le responsable du groupement territorial de santé ou la personne mandatée par lui à cet effet. Donc, cette notation chiffrée, par exemple, 20 sur 20, 18 sur 20, et il sera accompagné par une observation, bien sûr. Donc, les résultats de cette évaluation sont utilisés pour la motivation et la formation. Et les professionnels de la santé bénéficient d'une promotion en grade et en échelon. Donc, la notation en général est un mécanisme d'évaluation des performances basé sur l'attribution d'une note qu'on a dit chiffrée, reflétant le rendement du fonctionnaire de GST dans une durée déterminée, bien sûr. Il sera par exemple annuel, et cela à travers un ensemble de procédures et d'opérations concrétisant l'opération de l'évaluation sur la base de critères et règles prédéfinis qui seront déterminés après par un texte réglementaire. Donc, les professionnels de la santé ont le droit de participer au développement et l'élaboration de la mise en œuvre de la fonction sanitaire par l'intermédiaire de leurs représentants dans les instances consultatives, bien sûr. Premièrement, ils peuvent participer au développement et l'amélioration de l'efficience de l'établissement de santé. Deuxièmement, ils examinent dans les limites fixées par les statuts particuliers qui leur sont applicables les décisions individuelles relatives à leur carrière et participent à l'élaboration et la mise en œuvre de leur programme d'action sociale. Maintenant, on va passer aux positions administratives dans la fonction sanitaire. Donc, tout fonctionnaire est placé dans l'une des positions suivantes. Premièrement, en activité. Deuxièmement, en service détaché. Troisièmement, en disponibilité. Donc, premièrement, en position d'activité, c'est que le fonctionnaire est réputé en activité lorsqu'il est régulièrement titulaire d'un poste et exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant le GST par exemple, y compris les périodes de congés administratifs, de malade, de maternité ou sans solde. Deuxièmement, en service détaché, c'est que le fonctionnaire en position de détachement lorsqu'il est placé hors de son cadre d'origine, mais continue à appartenir à ce cadre et à bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite. Troisièmement, la mise en disponibilité, c'est que le fonctionnaire est en position de mise en disponibilité lorsqu'il est placé hors de son cadre d'origine et ce dernier continue d'appartenir à ce cadre mais cesse d'y bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite. La position de disponibilité ne fait l'objet d'aucune attribution d'émolument en dehors de ou des cas expressément prévus par cette loi cadre 0922. Maintenant, on va passer à la cessation définitive des fonctions qui va entraîner la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire. Et elle résulte de 4 cas. Premièrement, une démission légalement acceptée. Donc la cessation des fonctions est suite premièrement à une démission légalement acceptée. Deuxièmement, le licenciement, qui est la rupture d'un contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Troisièmement, la révocation, qui est une sanction disciplinaire applicable à un fonctionnaire incriminé après avis du conseil de discipline et à travers laquelle le fonctionnaire concerné est radié des grades avec ou sans suspension de ses droits de pension. Quatrièmement, l'admission à la retraite. C'est-à-dire, il marque la fin normale de la carrière du fonctionnaire et lui ouvre droit à une pension payée par un régime de retraite ou une caisse de retraite dans les conditions fixées par la loi, bien sûr. Maintenant, on va passer aux modalités de mutation, c'est-à-dire mouvement des personnels de santé suite à la loi 09-22. Donc, les professionnels de santé bénéficient d'un mouvement de mutation. Premièrement, à l'intérieur du groupement sanitaire territorial, c'est-à-dire intra-GST. Par exemple, un professionnel de santé qui veut changer le service ou changer l'hôpital, bien sûr les hôpitaux d'un même GST, ou changer un département, ou changer un centre de santé. La même chose, il peut même partir d'un centre de santé à un hôpital et tout ça reste à l'intérieur de GST. C'est ça le mode 1. Donc le mode 2 du mouvement, c'est entre les GST, c'est-à-dire entre région 1 et région 2, bien sûr. Troisièmement, entre les GST et l'administration centrale, c'est-à-dire ministère de la Santé et de la Protection sociale, et les différentes institutions, agences et organismes placés sous la tutelle de l'autorité gouvernementale chargée de la santé, bien sûr. Quatrième partie, dispositions diverses et finales. Donc la présente loi entre en vigueur à la date de sa publication au bulletin ou journal officiel et les textes réglementaires relatifs à la rémunération, à l'indemnisation horaire de travail et à l'évaluation applicable aux professionnels de la santé à la date de la publication de la présente loi au journal officiel restent en vigueur jusqu'à la promulgation des textes réglementaires visés aux articles 7, 13, 20 de la présente loi. C'est-à-dire que cette loi 09-22 qui fixe les grandes lignes et les grandes orientations du fonction sanitaire doit être expliquée bien sûr par des textes réglementaires, surtout pour les articles 7, 13, 20 relatifs à la rémunération, à l'indemnisation et l'horaire de travail, aussi l'évaluation applicable aux professionnels de la santé. Donc, c'est la fin du vidéo. Je vous invite à déposer toutes les questions nécessaires pour la compréhension de la loi 09-22 et aussi de s'abonner à la chaîne pour recevoir les actualités. Et n'oubliez pas de faire un j'aime et un commentaire et merci beaucoup.